Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici le sommaire de ce 12h45. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires ont démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. À suivre, le constat du démarrage au centre de composition de Kadiaon. Pour une alimentation saine et équilibrée, l'Organisation des Nations Unies demande aux États de mettre en place un arsenal pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. Comment peut-on reconnaître les produits réglementés? La réponse dans un instant. Enfin, il est important que chaque individu, notamment dans les zones rurales, adopte de bons comportements afin de préserver l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Je le disais dans les titres, démarrage effectif hier du certificat d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. À l'école primaire publique de Kadiaon qui regroupe les centres Kadiaon 1 et Kadiaon 2, les épreuves se sont déroulées sans incident majeur. Pour les candidats, c'était une journée de composition sans anicroche. Reportage avec Judith Tossa et Louis Koudogbo. Nous sommes ici au centre EPP de Kadiaon. Il est 12h30, c'est la fin de la première matinée de composition des épreuves écrites du certificat d'études primaires. J'ai composé l'épreuve d'expression écrite, l'épreuve de lecture et l'épreuve de ST. 3 matières composées et ces jeunes ont tous le visage radieux. Les épreuves pour eux sont abordables et le succès est garanti. J'ai bien travaillé. Je suis sûre d'avoir mon CEP. Je pense que j'ai bien travaillé. J'aurai mon CEP. Oui, j'aurai mon CEP. On aura notre CEP. Au niveau de l'organisation pratique, pas d'incident majeur. Les 211 candidats du centre, il y a eu 5 absents, dont 2 garçons et 3 filles. Donc il y a actuellement 206 candidats qui sont en train de composer régulièrement depuis le matin. Les premières épreuves ont démarré, c'est-à-dire la compréhension de l'écrit à 8h30 comme prévu. Donc l'organisation a été parfaite. Au plan national, 219 241 candidats composent dans 764 centres sur toute l'étendue du territoire national contre 221 752 en 2018. Soit une baisse de 1,13% par rapport à l'année dernière. Merci à vous Judith Tossa. Et pour composer sans anicroche, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. À cet effet justement, pour conscientiser l'ensemble des parties prenantes à la sécurité des aliments consommés, l'Organisation des Nations Unies a décrété une journée pour sensibiliser les acteurs impliqués dans la chaîne de l'alimentation. Il revient donc à chaque État de mettre en place l'arsenal réglementaire nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire des aliments, la sécurité sanitaire des aliments, même si la plus grande responsabilité est partagée entre les acteurs à la base. Comment peut-on donc reconnaître les produits réglementés et contrôlés destinés à la consommation? Suivant Kizito Tchabisika, il est au micro de César Achade et de Gloria Oni. Le nombre de maladies, disons, liées à la consommation des aliments commence pas à prendre une certaine allure, disons, ça a augmenté. Et aujourd'hui, maintenant, on peut vous dire que l'estimation faite par les organisations onusiennes fait état qu'il y a plus de 600 millions de personnes par an qui tombent malades du fait d'avoir consommé des aliments. Et sur ces 600 millions de personnes, il y a 482 000 qui meurent chaque année pour avoir quand même consommé des aliments ou avoir été exposés à des contaminants biologiques, chimiques ou physiques. Alors, c'est ainsi que les organisations onusiennes ont décidé quand même de décréter une journée internationale à la sécurité des aliments afin de pouvoir sensibiliser l'ensemble des parties prenantes à la sécurité sanitaire des aliments. Et qui sont ces parties prenantes? Ce sont les producteurs, ce sont les transformateurs, ce sont les industriels, ce sont l'association des consommateurs, fait partie également des distributeurs, des détaillants, ceux qui font l'emballage. Tous ceux-là sont des parties parce qu'ils manipulent des aliments. Il n'y a pas de recensement exhaustif au monde d'aliments, de trucs qu'on produit sur un territoire pour être contrôlé. Il y a toujours un filtrage qu'on fait. Alors ce filtrage, on tient compte, on prend une portion des aliments qui sont produits et ça qu'on contrôle.
Alors, cette portion, comment la définir? On tient compte des informations au niveau international, des informations au niveau national, des recherches qui sont effectuées sur les aliments, qui ont démontré que de plus en plus, tel type de catégorie est souvent contaminé par type de contaminant donné. Alors, les informations venant des consommateurs, lorsqu'on réunit tout ça dans un package, l'autorité sanitaire, par exemple, peut décider de dire l'année qui va suivre ou l'année en cours, je vais faire de la surveillance sur telle catégorie d'aliments et que je dois contrôler tel type de contaminants biologiques, chimiques ou physiques donnés sur l'aliment. On parle à présent environnement avec la problématique des changements climatiques. Tout le monde en parle et cherche des solutions efficaces pour freiner l'allure que prennent les changements climatiques. Cependant, le comportement de chaque individu compte dans la préservation de l'environnement. Mais alors, comment les populations rurales pourront-elles comprendre et intégrer les bons comportements afin de préserver l'environnement? Bio Oru Niki donne des pistes de solutions à travers sa thèse de soutenance. Le reportage est avec Gloria Oni et Simon Fignon. Les pratiques agricoles et pastorales sont en partie responsables de la destruction du sol. Sensibiliser les populations en amont favoriserait la technique d'adaptation anticipative. Car en réalité, les populations rurales, pour une large part, ignorent que leur comportement peut être à l'origine du changement climatique. La recherche scientifique fait beaucoup d'efforts. Il y a des études, des thèses et autres. Mais qu'est-ce que l'information climatique, l'information par les radios de proximité, la radio communautaire peut apporter aux producteurs pour les enlever leur perception qu'ils ont? C'est des dieux qui se sont fâchés, c'est parce que c'est tel totem qu'on a fait qu'il ne pleut pas. Alors que c'est les actions anthropiques que nous menons, la dégradation des écosystèmes qui amène cette variabilité du climat au niveau local. Dans ses recherches, Bio Oru Niki s'est rendu compte que le manque d'information des populations est l'une des causes de cette situation. Il suggère alors une stratégie pour la sensibilisation des populations à travers les radios communautaires. L'importance de la problématique du changement climatique aujourd'hui, qui domine les autres problèmes d'environnement dans le monde entier. Je crois que la communication pour le changement de comportement devient en quelque sorte l'échine dorsale de la gouvernance du changement climatique. Et la communication ne peut se faire que par un spécialiste de la chose pour que les concepts soient expliqués dans la forme et le fond, pour que les populations puissent saisir les enjeux. On peut par conséquent éviter le péril écologique en adoptant des stratégies efficaces de lutte contre les changements climatiques. Sensibiliser nos populations à adopter des comportements pour une agriculture durable, un élevage durable, ça va de leur suivi et ça va également des ressources que ces populations tirent des écosystèmes. Selon les études effectuées par Bio Oru Niki dans sa thèse de doctorat, 77% de la population rurale souffre d'un déficit d'information sur les enjeux du changement climatique. D'où la nécessité de la mise en place d'une véritable politique d'information et de sensibilisation en direction du monde rural. En nouvelle brève à présent, la zone de libre-échange continentale va constituer la plus grande zone de libre-échange intégrée du monde avec 1,3 milliard de consommateurs et un produit intérieur brut combiné de plus de 1970 milliards de francs CFA. C'est l'information rendue publique en début de semaine à Malabo à la veille du démarrage des travaux des assemblées annuelles 2019 de la Banque africaine de développement. Pour le président de la dite banque, si l'intégration se passe bien, l'Afrique va se développer dans la dignité et la confiance. Mieux, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la croissance du PIB de l'Afrique pourrait atteindre 6% par an sur un continent sans frontières. La zone de libre-échange continentale africaine va entrer en vigueur en juillet prochain. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'Union économique monétaire ouest-africaine, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest œuvre pour un accès des produits et services financiers adaptés aux besoins et cela à des coûts abordables, toute chose qui constitue un facteur de développement durable. Plus de détails dans l'élément à suivre.
L'inclusion financière est généralement définie comme l'offre de services financiers adaptés aux populations exclues du système financier classique à des conditions soutenables à la fois pour les offreurs que pour les bénéficiaires. Dans l'UEMOA, elle est assimilée à l'accès permanent des populations à une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés à coûts abordables et utilisés de manière effective, efficace et efficiente. L'inclusion financière est donc considérée comme un facteur de développement durable. En effet, par son caractère multidimensionnel, elle est une composante de l'inclusion sociale, laquelle permet un accès durable des populations aux services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et l'emploi. C'est avoir accès aux services financiers, donc des services financiers accessibles en termes géographiques, en termes de coûts. Mais non seulement avoir accès, mais également utiliser. Donc c'est accéder et utiliser. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de personnes ont souscrit aux services financiers, notamment via la téléphonie mobile, mais le taux d'usage reste très bas. Donc aujourd'hui, il est question de promouvoir l'usage des services financiers à travers une offre de services financiers adaptés aux besoins des populations. Vous savez, l'inclusion financière est aujourd'hui un défi au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, notamment dans les pays en développement. À ce titre, le Conseil des ministres de l'UEMOA en a fait une priorité en adoptant en juin 2016 un document cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière afin de promouvoir l'émergence d'une population financièrement éduquée et qui accède à une gamme de produits et services financiers diversifiés, adaptés à leurs besoins et à des coûts abordables. Cependant, vous conviendrez avec moi que cet objectif ne saurait être atteint sans un cadre légal et un environnement favorable, ainsi que des institutions financières saines et pérennes pour offrir ces services financiers. L'inclusion financière permet de renforcer le dynamisme de l'activité économique, de mobiliser l'épargne publique, d'augmenter les revenus des agents économiques, d'accroître les dépenses sociales et, in fine, de réduire la pauvreté et les inégalités. C'est justement l'objectif de la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'UEMOA. Il s'agit d'une feuille de route qui propose une vision de l'inclusion financière favorisant l'émergence d'une population financièrement éduquée qui accède davantage à une gamme de services financiers adaptés, diversifiés et à coût abordable. C'est tout pour l'édition de ce midi. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi tout à l'heure à 19h45.